dont on a pu voir qu'elle devient de plus en plus... D'ailleurs, comme nous l'annoncions, nous avons fait une conférence l'année dernière en élargissant un peu le thème sur la question du backlash qui venait. Donc le backlash, c'est le terme qui est utilisé de façon générale maintenant à l'origine pour parler des backlash antiféministes. Ces moments où la droite et l'extrême droite se mobilisent et tentent de contrecarrer les avancées en matière de droits des femmes, des backlash tels qu'on a pu en connaître dans les années 80 et aussi à d'autres moments, par exemple après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il y avait une insertion plus importante des femmes dans des métiers réservés aux hommes qui, eux, étaient au front. Et que, suite au retour des hommes, il y a eu la tentative de remettre les femmes à la maison, en quelque sorte. Et il y a donc eu un backlash. On a ces phénomènes de backlash qui se répètent. Et donc, on sentait venir, et on le voyait venir déjà. Et en fait, ce début d'année en a été la confirmation, puisque, comme vous avez pu le constater, les questions de transphobie ont été centrales depuis le début de l'année. On peut penser à la sortie du livre des deux activistes anti-trans, Dora Muto et Marguerite Stern. On peut penser aussi évidemment à la proposition de loi déposée par la sénatrice LR Eustache-Brinio, proposition de loi qui interdit en pratique la prise en charge des enfants, la prise en charge médicale des enfants trans, qui a été donc adoptée par le Sénat et qui va sans doute ressurgir dans un avenir proche à l'Assemblée nationale. On peut aussi penser à ce qui s'est passé plus récemment au moment des Jeux Olympiques, au cas des deux boxeuses Iman Khelif et Lin Yuting, qui ne sont pas des personnes trans, mais qui se sont vues porter contre elles une offensive qui était proprement anti-trans, puisque même si elles visaient vu qu'il n'y a pas d'athlètes trans aux Jeux Olympiques, ces offensives anti-trans sont obligées de cibler comme victimes des femmes qui dérogent à certains critères de la féminité. Donc l'actualité montre bien que cette question de la transphobie devient assez centrale dans les discours et dans les pratiques, dans les actions des extrêmes droites. Et ce n'est pas un phénomène purement franco-français, puisqu'on a, comme on le montrait par ailleurs ces deux affaires autour de ces deux boxeuses, c'est toutes les extrêmes droites internationales qui se sont relayées, qui se sont renforcées les unes les autres, de Donald Trump à Viktor Orban, à l'Italie de Meloni, pour tenter de marquer des points sur ce qui s'était passé aux Jeux Olympiques. Donc, pour parler de ces sujets, j'ai donc trois intervenantes et intervenants. Donc, Andy Kerbrat, qui est député de la France Insoumise depuis 2022, réélu au premier tour en 2024, particulièrement impliqué depuis 2022 sur les questions LGBTI en général, et qui est notamment l'initiateur d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui reprend le texte qu'avait déposé la sénatrice Mélanie Vogel, ELV, au Sénat, donc, pour déjudiciariser le changement d'état civil, dont on nous parlera plus tard. Morgane Jiquel, réalisatrice de films et aussi présidente de l'Espace Santé Trans, qui est une fantastique association d'aide communautaire trans parisienne. Et donc tu nous présenteras l'expertise de ton association. Et finalement, Anna Balège, qui est psychiatre, sexologue, et comme ça ne suffisait pas, doctorante en santé publique. Et donc ton thème de recherche, c'est principalement la façon dont les savoirs que mobilisent les politiques publiques sont produits, notamment quand ils concernent des communautés marginalisées comme les personnes trans. Et du coup, je voulais avoir un peu ton éclairage sur la façon dont cette offensive transphobe, qui est en quelque sorte nouvelle par le public ciblé, mais reprend en fait les mécanismes qu'on constate dans les attaques de l'extrême droite de façon générale contre les populations marginalisées. Bonjour, vous m'entendez bien, ça va? Okay. Merci de l'introduction. Donc, ouais, en effet, je m'appelle Anna Balège, je suis chercheuse. Là, actuellement, je procrastine de soutenir ma thèse de santé publique à l'Université de Tours.
En grande partie parce que ça me donne 10% de réduction dans mon supermarché d'être étudiante et c'est quand même vachement appréciable, quoi. Et c'est plus facile de faire publier, de payer ces publications. Donc du coup, moi mon travail, je travaille sur les politiques de santé. Et en fait, initialement, je travaillais sur comment améliorer les politiques de santé, comment est-ce qu'on construit des politiques de santé qui sont au service des populations. Et puis très vite, j'ai arrêté parce que tout le monde s'en fout. Et donc du coup, en fait, histoire de ne pas perdre l'investissement intellectuel, je me suis recentré sur des questions d'épistémologie critique, pour dire des mots compliqués. Donc du coup, c'est l'étude des savoirs, c'est l'étude de pourquoi est-ce qu'on sait les choses, qu'est-ce qu'on sait, d'où ça vient et à quoi ça sert. Et l'idée, c'est ça. Et donc l'idée, c'est de pouvoir regarder ce qui se fait et d'essayer de pouvoir comprendre la place de ce qui se fait et la place que ça occupe à l'intérieur de quelque chose de plus grand. C'est beaucoup plus intéressant parce que c'est beaucoup plus facile de critiquer. Enfin, c'est beaucoup plus difficile de critiquer, parce que c'est très très difficile de critiquer quand tu travailles. Mais c'est beaucoup plus facile de critiquer parce qu'il y a matière, parce que c'est globalement très très nul ce qu'on fait. Et en fait, il y a une... Je pense que c'est aussi pour ça la difficulté que j'ai à me positionner là tout de suite sur donner un discours. Moi, je suis universitaire, je suis là en tant que chercheuse. Je suis très embêté sur ce sujet parce qu'on mobilise la recherche, la science à tort et à travers, alors que bon, pas vraiment, il n'y a pas d'enjeu de science, il n'y a pas d'enjeu de quoi que ce soit. Et du coup, on se retrouve dans un endroit où, en tant que chercheuse, on ne sait pas forcément quoi apporter au débat public. Donc je tiens, voilà, ça c'est un peu pour porter le truc. En gros, je sais pas trop ce que je fais, mais c'est pas grave. J'ai pas de lien d'intérêt financier. Je suis pas payé par l'industrie pharmaceutique. D'ailleurs, je suis pas payé. Non, mais c'est vrai. Hein, la recherche, c'est un hobby. Moi, je vous encourage à le faire. C'est se poser des questions, essayer de trouver des réponses, comprendre pourquoi tout le monde s'en fout. C'est hyper intéressant. En fait, l'idée, c'est de se dire. Les gens qui font des choses, ils les appuient sur quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on dit ça et pourquoi est-ce qu'on ne dit pas autre chose? Pourquoi est-ce qu'actuellement on dit que les personnes trans c'est quelque chose de nouveau et que c'est un phénomène nouveau? Sur le principe, les concepts sont nouveaux. Ils datent de la deuxième moitié du XXe siècle. Première moitié, on peut discuter, mais en même temps l'hétérosexualité aussi. Et tout le monde est à peu près d'accord pour dire que ça existait avant. Du coup, c'est pas parce qu'on a posé un concept que la chose est nouvelle. Des personnes trans, on en avait a priori avant. Quand on fait des études sur les tombes du néolithique européen, on se retrouve avec une dizaine de pourcents des sépultures qui ne rentrent pas dans une définition binaire du genre. Et ça s'entend intellectuellement, parce que penser qu'il y a des hommes et des femmes, c'est quand même très con. Enfin, désolé, hein, mais 8 milliards d'êtres humains, des dizaines de chromosomes, des milliers de gènes, des interactions dans tous les sens, des milliers d'évolutions, tous ces trucs-là qui se croisent, et à la fin, on a deux catégories, c'est quand même très peu probable. D'un point de vue statistique, ça ne tient pas trop la route, ça serait quand même un hasard. Et donc du coup, le fait qu'on soit encore en train de discuter de ça en termes d'hommes et de femmes, le terme qu'on soit encore en train de faire des petits dessins à la con sur les toilettes, ça pose quand même une question en termes de société sur la capacité qu'on a d'intégrer les évolutions de la façon de penser et l'espèce de disjonction qui se passe entre d'un côté un monde de recherche et de l'autre côté un monde politique qui ne se parle plus et qui ont arrêté de se parler depuis un moment. Moi, je suis très très embêté parce que je ne sais pas comment contribuer au débat public, tellement pour moi, le débat public est à côté de la plaque. Il y a deux grandes avancées en sciences humaines et sociales qui n'ont pas été intégrées dans le débat politique et qui pourtant ont eu lieu au XXe siècle. Je pense que c'est assez consensuel de dire ça. Je ne sais pas s'il y en a des gens qui ont des idées, mais les deux grands trucs importants qu'on a créés au XXe siècle, c'est la théorie des systèmes, qui à la base nous vient des maths, et puis qu'après on a intégré progressivement vers les sciences humaines et sociales. Ça peut donner naissance à la cybernétique dans les années 50, et ça a permis d'essayer de comprendre l'agissement des systèmes et de comprendre qu'en fait on ne pouvait pas comprendre comment un système fonctionnait juste en regardant la somme de ses constituants un par un et puis en s'arrêtant là. Un système, c'est une globalité. Un système, il peut fonctionner avec des constituants qui sont dysfonctionnels, et plein de constituants fonctionnels ne fait pas forcément un système fonctionnel. Par exemple, une équipe de foot, c'est pas parce que vous mettez 11 bons joueurs ensemble que c'est une bonne équipe de foot. Parce qu'être une équipe, c'est pas avoir une somme de bons joueurs. Être une équipe, c'est se passer le ballon, construire une stratégie, savoir se passer foutre sur la gueule, savoir tenir une saison, et tous ces enjeux-là autour. Ça, on n'a jamais compris. Ça n'a jamais arrivé. Il n'y a pas une seule politique publique, même de santé en France. La Haute Autorité de Santé est complètement incapable de vous sortir quelque chose qui a une vision populationnelle. Moi, dans la santé publique, qui est l'incarnation de ça dans la santé, c'est de dire on s'intéresse à la santé des systèmes. Moi, je m'en fous un peu de savoir si telle ou telle personne va bien ou va pas bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si une population va bien ou si elle va mal. Et comment est-ce qu'on fait en sorte pour que les populations aillent le mieux possible.
Bon, moi, ma discipline, elle n'est toujours pas arrivée au sommet de l'État. Quand vous parlez de santé publique, les gens, ils pensent confinement, ils pensent pharmacovigilance à la con, tellement que dès que vous voulez sortir un bouquin transphobe, vous mettez dessus scandale sanitaire et vous évoquez ces logiques de santé publique en termes de scandale et en termes de responsabilité. Alors que c'est pas du tout ça, c'est des questions d'organisation et c'est des questions de vivre ensemble. Et le deuxième truc qui n'a pas du tout été intégré à l'intérieur des sciences, c'est les droits humains. Et les droits humains, c'est un truc quand même très simple qu'on a commencé à mettre en place dans les années 40 et qui servait de dire, quand vous fabriquez des savoirs, vous marchez dans le noir, hein, c'est l'image, hein, on se fait des belles images, on se fait plaisir quand même, on fout rien. Et donc du coup, on marche dans l'ignorance et à chaque fois qu'on découvre des trucs, on fait que reprocher l'ignorance, il y aura toujours de l'ignorance, etc. Donc comme on avance dans le noir, il nous faut des repères. Il nous faut une vision partagée de comment est-ce qu'on voit la réalité. Et les droits humains, c'est venu modifier ça de manière très importante, c'est de dire non, mais on va se mettre d'accord sur comment on voit la réalité. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça parce qu'en fait, avant, on a fait un peu de la merde. Et je suis foucadienne, donc moi je crois que les savoirs, ils ont une histoire. Je m'intéresse à l'archéologie des pensées et comprendre comment, au fur et à mesure du temps, les choses, elles évoluent. Je vais gratter un tout petit peu sur mon temps. Oh, ça va en fait. Alors, du coup, histoire de France. Il y a eu la Révolution fin 18e. Et à la suite de la Révolution, on s'est retrouvé face à un problème d'organisation sociale extrêmement important qui était de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte de mettre le même système qu'avant en faisant semblant que non. Et donc du coup, ça a été très compliqué d'un point de vue de hiérarchie, ça a pris une trentaine d'années et on est quand même arrivé à se dire, bon, les femmes, c'est pas des citoyennes, ça, on enlève, c'est con. Enfin, je veux dire, on va pas donner le droit de vote aux gonzesses. Ça serait quand même stupide de les faire travailler et après de leur donner une possibilité de s'exprimer parce qu'elles vont dire qu'en fait, elles voudraient les quitter ou quelque chose comme ça. Et voilà. Du coup, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne 1791, droit de vote des femmes 1944. Il faudrait qu'on écrive une déclaration parce qu'il y a un chronomètre de 250 ans à battre. Et donc, du coup, on a structuré ça et concrètement, on a séparé la société en deux morceaux, les désirables avec les désirables dominants, donc principalement les garçons, si c'était roux, blanc, machin, etc. Mais je veux dire sur le principe, les désirables dominés, parce qu'il faut bien quand même qu'il y ait quelqu'un qui bosse pour que l'autre vive, donc ça c'est principalement les gonzesses, les enfants, différents publics comme ça qui ont été mis en servitude par rapport à la haute classe, et ça c'est structurel. Et puis après on s'est retrouvé avec deux autres populations dont on ne savait pas quoi faire, qu'à l'époque on appelait les folles et les sauvages, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas blancs, parce qu'on ne les a jamais bien aimés sur ce territoire, et puis les gens qui sont malheureusement blancs mais qui ne rentrent pas dans nos critères avant. Qu'on a appelé des folles, qu'on a appelé des dégénérés, qu'on a enfermés dans des asiles, et moi je suis psychiatre, ma discipline c'était ça. Ma discipline c'était justifier et enfermer toute une partie de populations vulnérables, marginalisées, dans des grandes institutions dont on ne sortait pas. Et c'est intéressant de se dire que les gens qui actuellement argumentent que le phénomène trans c'est quelque chose de nouveau et de machin, etc., et de contagion sociale et tout ça, sont les mêmes gens qui dans leur corpus de référence ont le traité des maladies mentales de 1838 d'Esquirol, qui est une fierté française, dans lesquels on est les personnes trans, on est déjà écrit, et c'est déjà écrit qu'on existe, c'est déjà écrit que ça arrive pendant l'enfance, et c'est déjà écrit que c'est incurable. C'est pour ça qu'à l'époque, on nous enfermait. Et puis après, on a avancé dans ces trucs-là et on a structuré l'enfermement. Et puis après, on a commencé à se dire, tous ces infirmes dégénérés dans les asiles et tout, ça serait bien si on arrêtait d'en produire, parce que quand même, quelle vie pour eux, et puis quelle vie pour nous, quoi. Et donc du coup, on a développé une grande façon de penser les sciences, qui a unifié à peu près toutes les disciplines dans les années 1910-1920, qui s'appelle l'eugénisme. C'est important, il faut connaître. C'était quand même le grand fer de lance scientifique. On faisait des congrès d'eugénisme, tout le monde courait après l'eugénisme parce que c'était l'évolution de l'espèce, c'était l'amélioration de l'espèce. Et donc du coup, l'eugénisme, c'était quelque chose de désirable. On voulait améliorer les gens. Et c'est gentil, hein, je veux dire, tu peux écouter le discours pendant 4 heures et te dire que ces gens sont des gens bien. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait croiser la théorie scientifique avec un autre truc qu'on a mis en place, qui s'appelle principalement le capitalisme. On peut mettre différents noms dessus, et ces deux-là marchent jamais très bien ensemble. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'exemple historique, c'est l'Allemagne des années 20. Et l'Allemagne des années 20, c'est un pays qui s'est retrouvé sans argent,
parce que endettés d'avoir perdu une guerre de débiles juste avant. Et du coup, se sont mis à se poser des questions très pragmatiques en termes de politique de santé, de se dire qu'est-ce qu'on fait de notre argent ? Est-ce qu'on maintient vivants des dégénérés incurables ou est-ce qu'on sauve des gens qui sont productifs et qui fabriquent de la valeur ? On ne peut pas faire les deux. Et donc, du coup, l'Allemagne a tranché. L'Allemagne a tranché, et quand je dis l'Allemagne a tranché, c'est pas vraiment l'Allemagne a tranché, hein, c'est les médecins avaient tranché avant l'Allemagne de toute façon. Les médecins ont décidé dès le départ d'exterminer les dégénérés au profit de pouvoir soigner les gens qui on peut guérir. Et donc du coup on a mis en place des programmes d'extermination systématique des personnes folles dans les années 20 en Allemagne, dans les années 30. On a sorti des grands bouquins hyper intéressants d'éthique sur la valeur de la vie humaine. Un bouquin de référence qu'il faut lire, c'est La destruction des vies dénuées de valeur. Qui est un bouquin qui a été écrit par un juriste et par un psychiatre allemand, et c'est quand même une bonne base justement de se dire c'était quoi le débat à l'époque et quelle vie a de la valeur. Et donc, si on avait de l'argent, on permettrait à tout le monde de vivre, les autres dans leur système ségrégé, dans leur asile à la campagne, et les autres dans la ville. Mais comme on n'a pas d'argent, il faut choisir, c'est quand même une évidence, on fait ça pour l'espèce. Et bon, ça a donné ce que ça a donné, c'est pas arrivé dans un climat complètement vide, c'est arrivé avec une montée de l'extrême droite, avec le prise de pouvoir par le parti nazi, avec l'incendie du service de sexologie qui accompagnait les personnes trans à l'époque en Allemagne, la destruction de tous les écrits et les recherches qui étaient à l'intérieur, en 1933, et tout ce qui s'est passé par la suite. Et puis après, il y a eu 1946. 1946, il y a eu les procès de Nuremberg, et notamment le deuxième procès de Nuremberg, qui s'appelle le procès des médecins, et qui est le moment où la société, l'humanité a jugé la participation de mon corps de métier à l'intérieur de ce truc-là. Et bon, on n'était pas blanc comme neige, hein. Il y avait 100 fois plus de médecins allemands inscrits au parti nazi que les autres professions. Je veux dire... on a toujours été une profession très active là-dedans. Et donc, du coup, à la suite de ce procès-là, il y a eu un jugement qui a été extrêmement marquant dans l'histoire de l'humanité, tellement qu'on a appelé ça un code, le code de Nuremberg, c'est le jugement des médecins, et que les principes de ce code ont été repris par la suite dans l'intégralité de notre façon de voir le monde, parce que l'humanité était censée être d'accord de dire on ne refait pas ça. Sauf que ça n'a pas vraiment été repris partout pareil. Par exemple, si vous regardez la production des documents officiels, en recherche, ça a été repris, principalement le document hyper structurant qu'on utilise en recherche, c'est la déclaration d'Helsinki de 1964. La déclaration d'Helsinki de 1964, c'est celle qui pose la base du consentement libre et éclairé, de la santé comme bien-être, des choses comme ça. Ce procès de 1946 est arrivé dans le monde de la recherche formalisé en 1964. À quelle année il est arrivé dans le droit français ? 2002. 2002, c'est la loi Kouchner, le droit des malades. C'est la loi qui vient entériner la question de consentement libre et éclairé. Et c'est toujours un vide juridique gigantesque, parce qu'on ne peut toujours pas l'appliquer, cette loi. On peut toujours pas l'appliquer. Moi, je suis psychiatre, je peux pas travailler parce que j'ai une loi qui me dit qu'il faut que j'enferme les gens qui ont besoin d'être soignés, et j'ai une loi qui me dit que je peux soigner que les gens libres. Et donc concrètement, moi, actuellement, si je suis la structure du système, quand on m'adresse quelqu'un de force à l'hôpital psychiatrique, parce que les flics ont décidé que cette personne devait être à l'hôpital et qu'ils peuvent faire ça en France, et qu'on récupère la personne à l'hôpital, moi j'ai l'injonction de la soigner parce que c'est comme ça qu'elle sort. Mais en fait, je peux pas. Parce que j'ai un autre article de loi qui me dit que je peux intervenir qu'avec le consentement libre et éclairé de la personne. Et clairement, le consentement ne peut pas être libre quand ta liberté d'aller et venir, elle dépend de ton choix. Donc on n'a toujours pas résolu à l'intérieur du droit national positif qui concerne absolument tout le monde l'intégration de ces choses-là pour tout un tas de communautés. Que ce soit les personnes folles, les personnes en situation de handicap, et tout un tas de communautés comme ça où actuellement, il n'y a même pas une structure protocolaire qu'on peut poser. Donc on a des décrets, des arrêtés, de la pratique qui s'empilent, et à l'intérieur d'un flou comme ça, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Et le problème qu'on a au niveau politique, parce que je dois revenir dessus, j'arrive à la fin de mon temps et je suis super professionnel, c'est l'idée de se dire qu'est-ce qu'on en a à foutre de tes histoires dans le débat actuel. Et moi, ce qui me choque, avec une position un peu extérieure, c'est de voir que tout le monde découvre comme si c'était nouveau, les dynamiques actuelles, alors que bon, c'est juste le bis repetita de ce qui se passe avant. Il y a toute une partie de la population qui fait comme si les nazis n'avaient pas perdu. Et comme dans les comic books, what if, si l'Allemagne n'avait pas perdu, qu'est-ce qui donnerait ? C'est exactement ça. Il y a une partie de la population, une partie de mes consoeurs et de mes confrères, une partie des institutions de régulation qui sont censées nous surveiller, qui font comme si les nazis n'avaient pas perdu et que donc il n'y avait pas eu ce deuxième procès de Nuremberg et que donc il n'y avait pas eu
la nécessité du consentement libre et éclairé, la question des droits humains et la question de dire on hiérarchise pas les valeurs des vies humaines. C'est pas rentré. C'est clairement pas rentré dans ma profession. Je veux dire, si vous prenez la pandémie de Covid, nous, on a quand même la Société des réanimateurs, je ne sais plus laquelle c'était, mais qui nous ont sorti des scores, et chaque service avait des scores, et ça avait tout un enjeu de faire en sorte qu'une personne âgée, qu'une personne en situation de handicap puisse avoir accès à la réanimation. Parce que quand il n'y a pas assez de place, spontanément, ma profession se met à hiérarchiser la vie des êtres humains et à dire qui mérite d'être sauvé et qui mérite de ne pas d'être sauvé. Alors qu'on a d'autres façons de faire. Genre, par exemple, aux urgences, vous arrivez et en dehors de l'urgence extrême, vous arrivez et vous êtes pris en charge par l'ordre d'arrivée. Et l'ordre d'arrivée, c'est une façon assez simple d'éviter que ce soit les médecins qui décident qui soigne en premier. Parce que sinon, il vaut mieux pas être la vieille nana trans, black au fond du couloir parce que vous voyez jamais personne, vous vivez là. Donc du coup, il y a cette idée-là. Dans ma profession, on est toujours dans la hiérarchisation des vies humaines. De manière assez régulière, dans nos systèmes de pensée, on est toujours dans la hiérarchisation des vies humaines, alors que c'est contraire aux prémices de base des droits humains. Et donc du coup, quand on dit il y a un activisme politique trans, malheureusement pas assez. Et puis de toute façon, je sais pas à qui il fait peur. Je veux dire, le truc, c'est on aimerait la même espérance de vie que les autres. Moi, j'ai envie d'être motivé pour aller me battre pour l'âge de la retraite. Moi, à l'heure actuelle, je m'en fous. L'âge de la retraite d'avant et le nouveau, les deux sont après mon espérance de vie. Donc, ça ne me concerne pas. C'est pas du tout mon enjeu. Mais je comprends que pour des gens que ça tourne autour de l'espérance de vie en bonne santé, les gens se disent « Ah, je préférerais être en bonne santé à la retraite que pas ». Ça, je l'entends. Mais moi, c'est très abstrait encore à l'heure actuelle. Et donc, du coup, dans ces idées-là, c'est de se dire le débat, il n'est pas très compliqué. Le débat, il y a un rejet des droits humains. Il y a un rejet des droits humains parce que fondamentalement, quasiment toutes les structures associatives et les mouvements associatifs militants de ce qu'on appelle les populations vulnérables, les minorités, etc., sont tous structurés autour de dire juste les droits humains. Et moi, je suis une chercheuse critique, j'ai des idées assez tranchées. Dire, mon boulot, c'est essayer d'enlever la complexité inutile. Donc c'est ça, faire de la critique. C'est enlever la complexité inutile, c'est regarder quand un truc est complexe et se dire comment on l'écrit simplement. Et des fois, l'écriture simple, c'est l'écriture la plus compliquée, et ça, c'est super. Et moi, les gens comme moi, on adore. Et des fois, en fait, il y a une écriture super simple qui remplace 3 pages, et donc je me dis, pourquoi tu as pris 3 pages pour me dire une phrase? Et là, en général, c'est là qu'on découvre des trucs. Et donc, du coup, dans cette idée, c'est de se dire, à l'heure actuelle, c'est quand même super simple. Moi, je vis dans un pays où je ne peux pas reconnaître mes enfants. Je vis dans un pays où on était stérilisé jusqu'en... Alors moi, je reste accroché à 2017 parce que c'est le décret d'application. Moi, à chaque fois qu'une loi est promulguée, je regarde la distance entre le délai de l'application et la loi. Et je n'ai pas pu m'empêcher de voir qu'ils ont appliqué plus vite la réforme des retraites que la fin de la stérilisation systématique des personnes trans. Et je me dis, je ne suis pas politique, mais quand tu mets les deux sur un truc, il y a un truc qui me paraît un peu plus urgent que l'autre quand même. Il y en a un, c'est quand même une atteinte aux droits humains fondamentaux, et puis l'autre, c'est une mesure administrative de comment est-ce qu'on organise le vivre ensemble. C'est pas stratifié, ça devrait pas être stratifié sur le même niveau. Et donc du coup, nous on se bat pour avoir la même espérance de vie que les autres et pour avoir les droits humains. On le dit, ça paraît évident, mais en fait la bataille structurelle derrière, c'est de dire on se bat pour une société qui ne veut pas hiérarchiser les êtres humains. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous hiérarchisez, on se retrouve toujours en bas. Et c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Moi, j'en ai marre d'être la dernière du matin. J'étais un médecin blanc avant. J'étais bien. Et voilà, maintenant les gens me regardent comme si j'étais chelou. Et encore, ça va, c'est la meilleure interaction qu'on peut avoir. Et c'est nul de vivre dans un monde où tu te fais agresser presque tous les jours. C'est nul dans un monde où tu peux pas exercer ne serait-ce que ta vie de base. Je veux dire, le truc de base, aller travailler, c'est un enjeu parce que va accéder au marché du travail quand tu es trans. Fonder une famille, c'est structurellement pas possible. Il faut adopter ses gosses, c'est tout un bazar, etc., machin, etc. Et à la fin, et puis avec une précarité de se dire mon existence est débattue au sommet de l'État. Et du coup, c'est quand même super difficile. Et je me dis, bon, c'est pas une situation super, mais les gens qui sont sur place, ils ont hérité d'un système compliqué, ils font ce qu'ils peuvent pour l'améliorer. Puis après, moi, je vois la loi moustache, là. Et comment c'est ? Le stage Brignot. Pareil, tu vois, c'est de la complexité inutile, son nom ne mérite pas d'être dans l'histoire. Et donc du coup, quand tu vois ça, et que tu vois ça qui se fait voter, tu te dis, mais ça m'embête grave, parce que ce que l'Allemagne nazie a mis en place pour ma population, c'est une institutionnalisation sur tout le territoire, de mise en place de thérapies de conversion pour maintenir les gens dans des familles nucléaires hétérosexuelles, et tous les gens qui ne respectaient pas cette injonction ont fini dans des camps puis exterminés.
une extermination qui a été reconnue que très récemment, eh ben, quand je vois une loi qui est quand même la même chose, quoi, la mise en place d'institutions sur le territoire, de conversion pour maintenir les gens à l'intérieur d'un modèle assigné, etc., etc., au mieux, je sais très bien ce qui va arriver aux 10% qui ne tiennent pas le coup, je suis perplexe sur le fait que tout le monde ne soit pas dehors en train de brûler tout. Je veux dire, concrètement, on est dans la répétition historique d'absolument la même chose. À 5 ans près, on fait tout à l'année près. On a des écrits d'éthique qui hiérarchisent la vie des gens. On a des systèmes qui veulent absolument ancrer. Moi, je vois les gens, la police du genre à l'heure actuelle, sur à quel point il faut respecter les normes. Alors moi, je suis fan qu'il y ait de plus en plus de personnes cis qui se donnent de la transphobie dans la figure. Je veux dire, bien fait. C'est à vous. Et puis aussi, bientôt, on va arriver à la masse critique où il y aura plus de personnes cis qui la subissent que de personnes trans. Mais n'empêche que la police et le monde dans lequel on va est un monde qui, moi je suis quelqu'un qui aime bien la liberté. Et je suis extrêmement inquiète sur ça. Et je ne comprends pas la léthargie dans laquelle on est. Parce que sous prétexte qu'on parle des mineurs trans ou des machins, etc., et que c'est un sujet qui est maintenu très loin de la réalité de tout le monde. Il y a plein de gens qui vivent leur vie en entier sans jamais avoir entendu parler de ces gens-là, sans jamais nous avoir croisés, et qui vivent très bien. Mais n'empêche qu'on devrait, en 2024, quand tu es interpellé sur un sujet auquel tu connais rien, tu devrais, je pense, fabriquer un discours qui s'appuie sur « on hiérarchise pas les vies humaines ». On part des besoins des gens. Et puis fondamentalement, si les gens demandent quelque chose, c'est pas forcément parce que c'est des tricheurs. Je veux dire, les tricheurs, ils sont au pouvoir, ils sont pas en train de demander. Sinon, c'est vraiment mauvais tricheurs. Je veux dire, donnez-nous le crédit quand même. Je veux dire, si on voulait tricher et voler des droits, on le ferait bien. On n'est quand même pas une communauté qui branle rien. On a quand même un paquet de gens hyper intéressants. On a plein d'artistes, d'intellectuels, de machins et tout. Et même ceux que vous reconnaissez pas sont hyper intéressants. Si on voulait tricher, on gagnerait. Donc du coup, moi je suis assez circonspect de me dire comment ça peut polariser mon pays, le fait que des gens puissent exister. Voilà. Et donc du coup, mon travail de recherche, c'est ça. Et si ça vous intéresse, je publie, j'ai pas beaucoup d'argent et je suis pas payé, donc je fais ce que je peux, mais c'est un hobby, ça m'amuse. Et je suis à 21. Parfait. Merci beaucoup Anna pour cet éclairage historique particulièrement riche. Et je vais donner maintenant la parole à Morgane, notamment pour nous parler de la façon dont la transphobie est devenue une des armes dans le répertoire de l'extrême droite, mais c'est une arme qui prend sa place parmi un ensemble d'autres armes. Et c'est notamment la façon dont ces différentes armes se conjuguent, se combinent, s'influencent les unes les autres, que je voulais te poser la question justement de comment ça s'articule. Alors je viens de me rappeler que c'est une très mauvaise idée de passer après Anna. On aurait dû échanger. Bonjour tout le monde. Du coup, moi je vais vous parler effectivement de la transphobie et en fait du fait que la transphobie ça n'existe pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, comme tu l'as un peu pré-shot, c'est une arme, c'est un outil qui est utilisé, mais en fait, concrètement, tous les éléments qui sont là, on les retrouve sur plein de choses. Le but final, c'est un contrôle des corps. C'est un contrôle des corps, c'est un contrôle du corps des femmes principalement, des minorités. C'est d'arriver vers une vision de la société où l'homme blanc, cis, hétéro, et en haut de la pyramide, reste en haut de la pyramide, puisque c'est l'être le plus faible de cette pyramide, donc il a bien besoin d'être là-haut. Et c'est comme ça que se construit cette société, cette vision de la société, et comment on arrive à créer la transphobie de toutes pièces. Le meilleur exemple très récent, c'est Iman Khelif, du coup vous en parlez tout à l'heure, boxeuse, qui pourrait prouver de toutes les manières qu'elle peut, qu'elle est une femme cis. Ce n'est pas ça le sujet. Ce n'est pas le fait qu'elle pourrait être trans. Le sujet, c'est qu'elle n'est pas blanche, qu'elle ne ressemble pas à l'image de la femme modèle qui n'existe que dans le fantasme des masculinistes. Et qu'elle est valide. Enfin voilà, il y a plein de. Le validisme, désolé, je vais en parler après, mais c'est des choses qui rentre en jeu sur le fait que, quels que soient les arguments donnés, elle ne sera toujours pas dans la bonne case. Et
tout ça se construit, tout ça on le voit, et c'est pour ça que concrètement, si vous allez débattre avec des gens sur ces questions, n'allez pas leur dire mais non, mais ce n'est pas une femme trans. Où est le problème en fait? Quelle est la question qu'on se pose derrière? Moi j'ai vu plein de gens sur internet venir dire non mais c'est tout à fait possible d'avoir un tel nombre de chromosomes et d'être quand même une femme ou quand même un homme, mais on s'en fiche. La question elle n'est pas là, et c'est une technique qui est ce qu'on appelle les goalposts, qu'on n'arrête pas de bouger en fait le but. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans ce débat, la ligne d'arrivée, elle sera toujours mise plus loin. Parce que le sujet n'est pas celui-là. Le sujet n'est jamais celui de la transidentité. On le voit sur les mineurs, on le voit sur les personnes trans dans le sport. Le sujet sera toujours le contrôle des corps. On le voit aussi aux États-Unis, puisque toutes les lois qui sont passées contre les personnes trans dans les États aux États-Unis sont des États où ensuite on est revenu sur le droit à l'avortement. Donc on voit bien à quel point cette logique elle est là, et quand on commence à faire rentrer un petit peu cette question, on est les parfaits épouvantails pour ça, parce qu'on est une communauté qui n'est pas énorme. Donc c'est un très très bon moyen, puis on ne connaît pas tout à fait ce qui se passe, c'est un peu étrange, c'est un peu bizarre, etc. Donc du coup c'est le meilleur moyen d'utiliser ça comme épouvantail et de pouvoir se dire bon bah c'est un argument politique pour ensuite faire passer des choses plus graves. De toute façon, comme tu le disais très bien, hein, faut pas, la hiérarchisation des vies devrait être l'argument de base pour pouvoir se battre pour les droits des personnes trans. C'est pas se dire ah bah c'est la porte d'entrée pour d'autres droits, on va s'occuper des personnes les plus faibles pour ensuite s'occuper ce sera bien pour nous. Mais il y a quand même cette logique. Et ça permet de le voir, ça permet de voir à quel point les deux sont liés. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Il y a, que je n'écorche pas son nom, Faiza Arbi, qui a sorti un super article ce matin sur la question, et notamment sur la boxeuse et comment tout se passe et comment ça s'articule avec le racisme, comment ça s'articule avec donc, toutes les questions de validisme, parce que à chaque fois, encore une fois, tous les corps qui ne ressemblent pas à l'idée suprême seront toujours contrôlés. Et ça m'amène à l'obsession de la santé avec les personnes trans. C'est un biais sur lequel on va, puisque c'est ce qui permet de contrôler. Hein. C'est beaucoup plus simple de passer par la santé, puisque c'est déjà un contrôle en soi. Mais il y a un truc qu'on oublie, c'est qu'est-ce que c'est que la santé? Et ça, c'est quelque chose où, souvent, donc moi je suis président d'une association qui s'appelle Espace Santé Trans, on s'occupe beaucoup de santé, et quand on pense santé et personnes trans, on pense traitements hormonaux, on pense chirurgie, on pense à tout ce genre de choses. Sauf que ce n'est pas ça la santé. Ça, c'est le médical. La santé, telle qu'elle est définie par l'OMS, c'est un état de bien-être complet mental, physique et social. Le social, on l'oublie un poil trop. C'est pas, il continue en disant, c'est pas seulement l'absence d'infirmité ou de maladie. C'est très important de comprendre la santé comme ça, parce que c'est un tout. Et nous, on rajoute que le respect de l'identité et l'expertise de l'identité des personnes concernées, c'est-à-dire de faire confiance aux personnes sur leur propre identité, est un point fondamental de ce que constitue la santé pour les personnes trans. Et donc, toute attaque, qu'elle soit sur des restrictions d'hormones, des restrictions de quoi que ce soit, ou de chirurgie, etc., c'est la partie visible de l'iceberg. Tout ce qui va être de la discrimination à l'emploi, de la discrimination au logement, tout ce qui peut exister de ce point de vue-là est aussi une attaque sur la santé des personnes trans. On parle de stress minoritaire, c'est un concept que je vous invite à rechercher qui est extrêmement pertinent dans cette situation, parce que le stress minoritaire, c'est de dire que en fait, rien que sortir de chez soi, quand on fait partie d'une minorité, c'est déjà se confronter à un potentiel de discrimination sur toute une journée. Et donc, du coup, vivre dans un monde où on a des lois, je vais te piquer, mais comme la loi moustache, où on se rend compte que, en fait,
elle est très symbolique, cette loi. Elle est là pour faire du mal à notre communauté, mais elle est là pour envoyer un message. Elle est là pour dire, vous n'êtes pas les bienvenus, vous n'êtes pas des individus et des citoyens, citoyennes à part entière. On va faire une classification. Parce que je rappelle que la plupart des traitements qui existent pour suivre les transitions n'ont jamais été inventés pour les personnes trans. Ce sont des traitements qui existent pour les personnes cis. Les fameux bloqueurs de puberté sur lesquels on s'excite là, depuis 3 ans, c'est des traitements qui ont été donnés pour des mineurs qui ont des pubertés précoces, c'est-à-dire qui ont des pubertés qui arrivent à 8-9 ans. Ce n'est pas une maladie, avoir une puberté précoce. La société a décidé qu'avoir une moustache à 8 ans, c'était un problème. Putain, c'est parfait, la loi moustache, ça fonctionne de bout en bout. C'est vraiment quelque chose où on se rend compte que créer une discrimination entre des traitements qui seraient OK pour les personnes cis mais pas OK pour les personnes trans, on voit le message qui est envoyé. On voit très bien la société vers laquelle on va. Je parlais de moving the goalpost tout à l'heure, mais on l'a aussi sur l'âge de qu'est-ce que c'est qu'un mineur trans. Puisqu'on nous parle de 18 ans dans cette loi, mais dans le rapport, on nous parle de 25 ans, et puis il y en a d'autres, on nous parle de 30 ans. La raison, c'est parce que apparemment le cerveau ne se développerait pas jusqu'à un certain âge. C'est juste qu'ils ont arrêté, quand ils ont fait les recherches, ils ont arrêté à 25 ans, et donc du coup, pour eux, ça s'arrête à 25 ans. Et puis après, ils ont arrêté à 30 ans, et ça s'arrête à 30 ans. Et un jour, on se rendra compte que jusqu'à 150 ans, on a encore un cerveau qui se développe, puisque l'être humain se développe jusqu'à la fin de sa vie, spoiler alerte. Donc, tout ce genre de choses, on mobilise une pseudoscience. Et nous, on a un énorme problème là-dessus, c'est que concrètement, les personnes trans sont experts et expertes de leur propre corps. On connaît nos vécus. On a énormément de personnes qui s'auto-forment, qui se forment dans cette communauté. Et on a derrière nous des millénaires de gens, parce qu'en fait, les personnes trans ont existé, existent et continueront d'exister, quelles que soient les lois qu'on fait derrière. Toute cette expertise, elle est très difficile à mettre en confrontation face à des gens qui en font n'importe quoi. Face à des gens qui ont la conscience scientifique d'un bouquin de SVT de 3e. C'est très problématique. Et en fait, l'une des difficultés qu'on a politiquement parlant dans les instances et quand on travaille sur tout ça, c'est qu'on a en face de nous des gens qui sont ignorants, qui sont idiots, qui n'arrivent pas à comprendre au-delà de leur idéologie. Et donc c'est pour ça que ça me fait rire quand on parle de transactivisme, parce qu'en fait on a des transphobtivistes, je ne sais pas comment on dirait, mais en fait en face de nous on a des gens qui ont une idéologie. Cette idéologie, c'est de s'assurer qu'on reste dans un cadre hétéronormatif où tout va bien, où les garçons sont des garçons, les filles sont des filles, et puis on s'arrête là, basta. Et en fait, désolé, mais la nature ne fonctionne pas comme ça, la société ne fonctionne pas comme ça, et essayer de nous imposer tout ça, c'est une violence. C'est une violence qui a un coût, et ce coût, il est humain. Récemment, on a eu en Grande-Bretagne des résultats de cette offensive transphobe, puisqu'ils ont réussi à bloquer les bloqueurs de puberté. Le résultat, il était prédit. Il ne faut pas être devin pour savoir ce qui va se passer. On empêche des enfants d'être heureux et heureuses et de vivre convenablement. En fait, on a des suicides d'enfants. Et au-delà de ça, on a des enfants qui vont sur des sites pour aller chercher des hormones sur le marché noir. C'est incroyable à quel point les gens qui sont en face, qui sont censés nous dire que le bien-être des enfants est leur priorité, quoi que ce soit, leurs actions, la conséquence directe, c'est la mort d'enfants. Je trouve qu'on ne se rend pas assez compte de l'hypocrisie de ces gens. Et c'est contre ça qu'on lutte. Alors que concrètement, comme le disait Anna, on a juste envie de vivre. On a juste envie d'avoir une vie, d'avoir un appart, un boulot, quoi que ce soit, une retraite, vivre jusqu'à la retraite. En fait, on est pris dans une lutte idéologique sur nos propres vies.
Et ça, c'est quelque chose de réussir à lutter et réussir à détricoter tout ça est extrêmement difficile. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'associations qui se créent pour pouvoir avoir, en fait, de pouvoir se reposer sur l'expertise de cette communauté, réussir à réfléchir ensemble à comment on se sort la tête du sable et comment on arrive en fait à soit dire non, stop, soit profiter. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est quelque chose qu'il va falloir faire de plus en plus. Profiter de cette obsession qui vient d'arriver de nos chers conservateurs sur la question des personnes trans et faire avancer nos droits. Je pense qu'il y a vraiment une porte d'entrée à cet endroit. On l'a vu avec l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Pour moi, les véritables sponsors de cette loi, ça a été CNews quand ils ont fait un super graphique pour dire que l'avortement, c'était la cause numéro 1 de mort dans le monde. Et soudain, l'opinion publique, en une nuit, a entièrement changé. Vraiment, merci CNews. Je pense qu'on devrait appeler ça la proposition CNews. Ce serait génial, ça les fera bien chier. Et donc, pour moi, il y a quelque chose où si toute cette offensive transphobe actuelle permet de faire avancer des droits, même symboliquement, je pense qu'il y a quelque chose qui est... qui non seulement est une très bonne lutte politique, mais en plus... c'est très difficile de revenir sur des droits. C'est très difficile de revenir sur quelque chose. Mais je ne parle pas d'une question, parce qu'on le voit en Italie avec l'arrivée de l'extrême droite, qu'on peut revenir sur des droits acquis par les personnes LGBT, mais de revenir sur le symbole de on nous vend derrière que si on devait accepter les personnes LGBTQIA+, ce serait l'apocalypse, ce serait le chaos. Bon, Macron a été réélu 2 fois, donc je finis par peut-être le penser un peu, mais concrètement, Paris, la France, le monde ne s'est pas effondré le jour où le mariage pour tous a été prononcé. Alors que c'est ce qu'on nous promettait, hein, qu'il y allait y avoir Notre-Dame en feu. Bref, je vais prendre d'autres exemples. Mais le fait est que la réalité est un très très bon moyen de venir repousser ces paniques morales. Le fait de montrer des enfants trans qui vont bien, qui s'amusent, c'est la meilleure victoire possible et imaginable. Et c'est à ça qu'on travaille. C'est de faire en sorte que cette communauté, en fait, elle ait des joies, elle puisse aller bien, que tout ce qui existe autour puisse permettre à nos sœurs, à nos adelphes, à nos frères de vivre bien, dans de bonnes conditions, parce que c'est la meilleure lutte qu'on puisse trouver. Et donc, aujourd'hui, le champ politique, il est là, c'est ça ce sur quoi on se bat. C'est pas facile, on fait ce qu'on peut, mais c'est clairement là où se situe le sujet. Merci beaucoup Morgane. On a parlé beaucoup de ce pourquoi on se bat. Là, la question aussi, c'est qui sont nos ennemis. Si on revient sur... on a vu que c'était quelque chose... des sujets dont les extrêmes droites internationales sont saisies. En France, la question, c'est comment ça se traduit, qui sont les acteurs de ces offensives en particulier, et comment ils se débrouillent pour trouver des relais institutionnels, pour trouver des moyens de faire avancer leurs pions, pour obtenir les victoires qu'ils obtiennent, par exemple, au Sénat. Merci Salomé, merci Anna, merci Morgane d'être présente et des paroles qui ont été dites. Là, je vais être sur quelque chose qui a aussi un but pour toutes et tous, pour tout militant des droits humains en réalité, parce que c'est ça quand même qui est censé être au cœur de l'action d'un mouvement qui est progressiste et humaniste, de parler de comment se construit à la fois par, en fait, pas à l'inverse du transactivisme, mais par la réalité qui est l'existence d'un lobby transphobe, et comment il a une influence concrète, matérielle, dans la loi. Car en effet, ceux qui écrivent la loi actuellement, ce n'est pas les transactivismes. Et au contraire, nous, alors, je m'inclus dedans en tant que membre de la communauté et en tant que parlementaire travaillant sur ces questions, c'est-à-dire pouvant porter les sujets LGBTI au sein de l'Assemblée nationale et donc essayant
de promouvoir et la question de faire avancer nos droits, mais pas seulement en fait, de faire exister nos droits, car c'est l'existence de nos droits et la matérialité de nos existences qui est toujours en question. Et c'est ça qui a été assez traumatique avec le moment de la destitution, car toute personne LGBTI s'est sentie à ce moment-là menacée dans sa chair et menacée dans son existence. Et c'est quelque chose qu'il faut que nous travaillions communautairement en tant que réponse et en tant que riposte, car au bout d'un moment, c'est peut-être la contre-attaque qu'il faudra. Et merci à Mustapha d'avoir apporté de l'eau en plus. Et donc, je vais lancer quelques noms. Ces noms, ils sont divers. Je vais éviter de vous parler des deux figures médiatiques qui prennent toute la lumière, qui prennent tous les réseaux sociaux, que je n'ai plus envie de nommer parce qu'en réalité, elles ne sont pas intéressantes. C'est le principe de l'extrême droite, hein, elle est toujours décevante. Elles sont décevantes, elles ne se renouvellent pas, et elles font que reproduire ce qui existe déjà aux États-Unis. Non, je vais vous parler de structure, parce qu'en effet, c'est structurel. Deux structures particulièrement qui influent sur tout le champ politique des 20 dernières années en France, de la panique morale des transphobes, l'Observatoire de la Petite Sirène et son pendant, allez, ça c'est la partie médecin, psychiatre, santé, et son pendant, comment pourrais-je dire, philosophique, de chercheurs. Il semblerait qu'ils se font passer pour des chercheurs sans publier aucun travaux de recherche et en utilisant des recherches qui sont invalidées par tout le monde. Hyponomie. Ce sont deux noms qu'il faut avoir en tête si on se bat pour l'existence des droits des personnes trans. L'Observatoire de la Petite Sirène et Hyponomie. Je vous invite d'ailleurs, donc je profite, c'est le moment promo parce que voilà, en septembre prochain sort ce livre, Le lobby transphobe, écrit par une camarade d'une association féministe trans, toutes des femmes, Maud Royer, qui détaille en profondeur. Donc, la Petite Sirène, c'est une organisation qui a été créée aux alentours de la fin des années 2000, dans la poursuite de la Manif pour tous, pour être précis, suite à la défaite politique de la Manif pour tous. Comme vous l'avez dit très justement, quand le mariage pour tous est arrivé, avec toutes ses imperfections, eh ben, la société ne s'est pas effondrée. Le catholicisme est resté le catholicisme, le pape n'a pas disparu, et malheureusement, Emmanuel Macron a été élu 2 ans ou 3 ans plus tard. Et donc, le champ conservateur, car c'est bien une réponse politique qu'on a face à nous, le champ conservateur s'est reformé à partir des travaux de l'Église, le gender theories, à partir de relais politiques, au sein d'abord du parti classique LR, UMP-LR, qui était le champ d'expression du conservatisme en France, et de son pendant nationaliste, le RN, post-fasciste, pré-fasciste, ça sera à voir malheureusement dans les années qui nous viennent, et tout un pan, venant d'ailleurs parfois de la gauche, de figures de gauche, du féminisme, mais en réalité pas tant que ça, de personnes qui n'ont d'ailleurs jamais produit un seul écrit de gauche dans toute leur vie, se sont formés et ont appuyé sur la politique. Je prends mes notes, parce que je n'ai pas connu tous les noms par cœur. 2 noms sont importants, c'est Céline Masson et Caroline Eliachif. Ces 2 personnes sont ont été les pendants médiatiques de la Petite Sirène, de l'Observatoire de la Petite Sirène pendant 10 ans. Maintenant, vous pouvez taper leur nom sur Google, vous ne retrouverez aucun lien, car elles ont tout fait retirer grâce aux réglementations européennes, aucun lien pouvant retrouver Petite Sirène et Céline Masson et Caroline Eliachif. Elles ont été les rédactrices de la fameuse loi Eustache-Brignot, la loi Moustache, je me reprends à ça, c'est-à-dire qu'elles ont été payées, Mediapart l'a relevé, par une sénatrice pour rédiger un rapport qui est un rapport faux scientifiquement, qui a été manipulé en se faisant passer pour quelque chose d'institutionnel, c'est-à-dire qu'un groupe de sénateurs LR, une dizaine à peu près, ont décidé de lancer un rapport sans commission d'enquête, sans groupe d'études, en prenant des gens partials qui font de l'activisme anti-trans depuis à peu près 15 ans, et ont écrit un rapport, et d'ailleurs ça pose une question, d'ailleurs un rapport rémunéré sur notre argent public.
un rapport rémunéré, donc elles ont été payées pour écrire un rapport, tout en étant invitées à participer au rapport, et pour à la fin qu'on ait une loi qui, en effet, s'attaque à la santé des personnes trans via l'interdiction des bloqueurs de puberté, mais aussi à l'interdiction de la transition sociale, parce que c'est quand même une partie du combat qui est extrêmement importante. Le premier combat qu'on défend, c'est bien celui déjà de pouvoir l'exprimer, l'existence des personnes trans. C'est là où je finirai tout à l'heure sur la question centrale qu'il y a dans la loi à la reconnaissance et à la déjudiciarisation du changement de genre à l'état civil, mais des changements de genre à l'état civil. Et ce qui est intéressant avec l'Observatoire de la Petite Sirène, c'est qu'en fait, c'est pas qu'Eustache-Brignot, c'est pas que LR. La Petite Sirène avait un coprésident qui s'appelle Smaïn Lachir, qui a été au conseil scientifique de la DILCRA étant censée être une institution, parmi tant d'autres, défendant l'existence des personnes homosexuelles LGBTI, et il a été au conseil de surveillance de cette institution et protégé par cette institution. Ça a été relevé par Mediapart en 2022. 2022, août 2022, c'était tout début du mandat, dernier mandat, je m'en souviens. Et la réaction de la DILCRA, la réaction du conseil de surveillance de la DILCRA, a été de défendre cet homme, qui fait pourtant partie d'un organe qui est ouvertement transphobe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet homme, il n'était pas que membre de l'Observatoire de la Petite Sirène. Il était aussi membre du Printemps républicain et du Fonds Marianne de Marlène Schiappa. Nous sachons une porosité politique, en réalité, de tout ce champ de l'extrême droite ou de l'extrême droitisation culturelle s'exprime en fait rien qu'avec ces quelques noms, avec l'Observatoire de la Petite Sirène, qui se relie au Fonds Marianne, qui se relie au Printemps républicain. Face à nous, et nous à gauche, chez les progressistes, chez les humanistes si vous voulez, s'est formé en réalité un lobby généralisé influent sur le pouvoir. Pendant que nous tentions de survivre. Ça amène à alors, le conseil de surveillance a soutenu Smaïn Lachir. La préfète qui dirigeait la DILCRA à l'époque, qui a été remerciée d'ailleurs après cette affaire, a dit il a le droit d'exprimer des positions individuelles, jusqu'à ce que l'Observatoire de la Petite Sirène félicite le conseil de surveillance de la DILCRA. Et là, ils ont été obligés de bouger en disant la DILCRA lutte contre la transphobie. Donc c'est le moment où on a eu la victoire, en 2022, que la DILCRA luttait contre la transphobie, parce qu'on n'était pas sûr jusqu'à présent. Et vous voyez, en fait, c'est encore une fois que de la riposte. On est obligé de réagir à l'agenda du lobby transphobe, à l'agenda des anti-trans. Mais rendez-vous compte, là, je vous ai parlé de Eustache-Brignot, qui est une LR inconnue par toutes, une sénatrice LR inconnue par toutes et tous, ici. Là, on parle de Marlène Schiappa. Là, on parle d'un réel, vrai problème. C'est-à-dire qu'on est passé des franges les plus minorisées, radicalisés, venant de la Manif pour tous et du milieu catholique et du milieu conservateur, à la centralité du pouvoir français. Une des conseillères les plus proches amies du président de la République. Et là commence à se dessiner quelque chose qui commence à faire peur. Toutes ces nominations, post-2017, arrivée d'Emmanuel Macron, qui était, je rappelle que dans le programme d'Emmanuel Macron 2017, il y a l'assurance de la déjudiciarisation du changement de l'état civil, ce que nous portons actuellement avec la France insoumise, mais pas seulement avec les écologistes au Sénat. Mais il y avait aussi le combat pour, en fait, tout simplement, les possibilités de transition. C'était dans le programme. Alors, c'est jamais très détaillé, les programmes des macronistes, ça passe très vite, mais c'était dans le programme. Et on se retrouve avec un président à la destitution de destitution, ça sera en 2025. Excusez-moi, j'anticipe. À la dissolution de 2024, qui nous sort que le NFP propose des choses ubuesques, comme par exemple aller changer de sexe en mairie. On est passé en 2017 d'un type qui veut permettre de déjudiciariser
le changement d'état civil à un type qui menace, qui dit si vous allez voter NFP, ils vont prendre un ciseau, ils vont vous couper votre zizi en mairie. Je simplifie au maximum, mais c'est à peu près ça. On coupe, on colle. Bon, vaginoplastie, pédoplastie facile à la mairie, c'était un programme du NFP, je l'ai porté en effet. Non, très sérieusement, le renversement idéologique, ou plutôt le dévoilement idéologique de ce qu'est le macronisme. Car là, je vous ai parlé du président de la République qui nous a menti, mais parlons de ses composantes en réalité, de ce qui a influé via l'Observatoire de la Petite Sirène, toujours. Ils se sont fait coincer sous la promesse progressiste, les macronistes. Au départ, c'était les chantres, les progressistes, et suite à, comment pourrais-je dire, aux paniques morales américaines et à ce qu'a pu importer en France des mensonges comme l'Observatoire de la Petite Sirène, ils se sont persuadés qu'on était gangrénés par le wokisme. Alors le wokisme, personne ne sait ce que c'est, tout le monde y met les contours qu'on veut, mais maintenant je me revendique tout à fait woke, il n'y a aucun problème. Et en 2022, donc, vous savez, woke, hein, franchement, c'est pas la pire chose qu'on m'ait dite dans ma vie. Hein. En 2022, arrive un énergumène, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation à ce qui paraît, qui lance un observatoire du décolonialisme. Alors, décolonialisme, moi au début, quand j'ai relu mes notes, tout ça, je disais, bah, c'est bien ça, en fait, on va étudier la question décoloniale. Non, c'était pour critiquer le fait qu'on puisse être décoloniaux. Hein. Et dans cet observatoire du décolonialisme, il y avait 2 ateliers. Ça n'a pas été la centralité à ce moment hein, du question. On n'est qu'en 2022. Ça, c'est arrivé ensuite, en 2017, excusez-moi. En 2018-19, là, il y a la dérive totale. Mais 2017, je finis là-dessus. Il y a 2 ateliers. Un sur la critique de la théorie du genre et un sur la riposte au wokisme. Et 2 ans plus tard, ce Jean-Michel Blanquer déclare qu'il faut faire la guerre au wokisme dans l'éducation nationale, à l'école, au collège et au lycée. Alors, la problématique centrale des personnes trans au collège et au lycée, c'est de pouvoir être elles-mêmes, c'est-à-dire d'être exprimées par leur prénom choisi, de ne plus être dénémé, comme on dit, de pouvoir avoir accès à des soins, par exemple des infirmières scolaires, et je rappelle que le libéralisme a supprimé l'intégralité de nos médecins scolaires et que c'est un combat essentiel, matériel, existentiel donc, de l'existence des personnes trans. Et bien Jean-Michel Blanquer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu, en réalité, et même s'ils ont supprimé l'intégralité des moyens du service public de santé dans l'école publique, il a entendu et il y a eu plus d'accès des associations. Mais c'est toujours donnant mal an avec eux. Il a permis aux personnes trans de pouvoir être nommées par leur prénom choisi, sur autorité parentale. C'est-à-dire seulement si les parents signent et sont d'accord pour que leur enfant soit nommé par son vrai prénom et ne plus subir, car c'est très violent hein, d'être appelé par quelque chose qui rappelle le mal-être et la souffrance qui a pu exister, de ne plus subir le dead name. Voilà, ça c'est Jean-Michel Blanquer. À côté de ça, je continue sur les macronistes, hein, je vous finirai sur le RN parce qu'il y a quand même des petites choses à dire chez eux. À côté de ça, nous avions en même temps une ministre de la Justice. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, Agnès Buzyn, c'était Belloubet à la justice, c'était pas mieux. Et on a eu des conquêtes entre 2017 et 2020. Je m'arrête à 2020, c'est Covid, ça les a tous rendus fous à ce qui semblerait. Le complotisme, il est rentré à ce moment-là aussi avec le lobby trans, avec le lobby transphobe de manière générale. En 2019, il y a la loi bioéthique. Et on gagne une partie de la PMA pour toutes. Pas réellement pour toutes, nous sommes d'accord. Le problème de l'adoption sociale pour de la réadoption d'enfants qu'on a soi-même portés en étant enceint est une problématique non réglée et c'est un combat, je pense, qu'il faut reporter. Même si je pense que là, notre premier combat va être de faire en sorte que les enfants trans ne soient pas sacrifiés sur l'autel électoraliste. En 2019, donc, il y a ces conquêtes. Et il y a cette phrase, car nous, à la France Insoumise, nous avions déposé beaucoup d'amendements pour pouvoir permettre
tout simplement en fait, que les personnes trans puissent avoir des enfants. Et donc nous avions déposé un amendement sur la possibilité pour les femmes trans d'utiliser leur propre gamète dans le cadre d'une PMA. Et Agnès Buzyn, et je vais continuer là-dessus, ça a été dit tout à l'heure, bien binaire, nous a expliqué que vous savez que 2 femmes ne peuvent pas procréer. Votre amendement ne le dit pas, il vise à permettre la reproduction des 2 femmes dont l'une était antérieure à un homme. Il s'agit de filiation transgenre et vous connaissez la position du gouvernement sur ce sujet. Là, il y a un problème, parce qu'en fait, ça existe. Il y a une réalité matérielle. Ce n'est pas parce qu'une ministre nous dit que ce n'est pas possible que la réalité disparaît. Ce n'est pas parce que le concept n'est pas nommé que le concept n'existe pas. Et là, on arrive à l'IVG, car tout se tient dans la logique. Aurore Bergé. Et c'est le moment où moi, qui avec une vision en tant que militant LGBTI, tranquille, je vais finir vite, militant LGBTI tranquille, qui combat sur le droit trans localement à Nantes, parce que je veux que mon pote puisse faire sa transition en paix, etc., bateau, matériel, et de voir d'ailleurs qu'il est très heureux et qu'il n'a plus envie de se foutre en l'air depuis, c'est quand même un point qui est très important. Là, je me retrouve en débat sur la constitutionnalisation de l'IVG, sujet que je pensais être majoritaire dans la société, jusqu'à ce que je regarde CNews, et qui, en effet, je pense, a permis énormément à politiser et à polariser la question. J'arrive, moi je suis en commission des lois, en plus j'étais à la bonne commission. Donc j'arrive avec Mathilde, on est là, défense du projet de loi, et j'ai en face de moi Aurore Bergé. Alors j'avais vu qu'elle avait reçu Dora Muto et Marguerite Stern, mais à l'époque, avant 2022, je ne savais pas qui c'était ces dames-là. J'avais juste vu ça sur Twitter. Bon. Et là, je vois que cette Aurore Bergé avait déposé et propose un amendement supprimant la mention « personne » dans ce que nous proposions sur l'IVG pour mettre « femme ». Le problème, c'est que, comme je l'ai dit sur le truc d'Agnès Buzyn, c'est que ça ne veut rien dire. Cette binarité homme, femme, tout ça, à ce moment-là. Et qu'est-ce que c'est ? En fait, c'était pour trouver le moyen, je vais dire ça gentiment, de trouver la portée d'ombre qui exclura du champ les personnes trans. C'est-à-dire de ne pas nommer directement les personnes trans dans une attaque, à l'inverse de ce que fait Eustache Brignot et le mouvement conservateur, mais bien d'insérer le flou, ce qui permet en fait d'avoir cette ombre dans le droit qui exclut tout le monde. Parce que quand c'est le flou, c'est le judiciaire qui décide. Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la loi qui tranche, qui dit ça ou ça. Non, c'est le tribunal. Parce qu'il va falloir les combattre, parce qu'on tombe sur le mauvais psychiatre, le mauvais médecin, le mauvais juge, le mauvais truc, le mauvais machin, le mauvais prof, le mauvais parent, le plus souvent. Et c'est ça la stratégie transphobe dans l'échelle de la majorité et de ce qu'on subit ces dernières années. Mais il y a une expression qui est plus radicale, Eustache Brignot certes, mais ils ont trouvé leur nouveau poulain. Et ça, c'est l'ERN. À l'ERN, il y en a quand même des sacrés loulous, des sacrés salopards, oui, surtout. Je vais donner quelques noms de députés qu'il faut suivre, si vous vous intéressez au combat pour les personnes trans, parce que c'est les noms que vous allez entendre parler en 2024, à la rentrée, sur le retour de la loi Eustache-Brignot à l'Assemblée nationale. Car c'est ça, la réalité de ce qui va arriver. Bon, Julien Houdoul. Je pense que la plupart des personnes ici connaissent Julien Houdoul. Julien Houdoul est un charmant jeune homme connu pour encourager les agriculteurs français à se suicider, à maltraiter les femmes voilées, et ayant une obsession vraiment pathologique, excusez-moi, sur les sportifs trans. Voilà, il est un député qui a déposé une loi disant, alors que ce n'est même pas, encore une fois, une réalité, c'est une panique, disant il faut interdire les trans de faire du sport dans la catégorie du sexe assigné. Ça n'existe pas. Ce n'est pas déjà le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité, de matérialité à cette loi, à ce qu'il dit. Mais par prévention, il faut interdire. Il faut interdire parce qu'on ne sait pas. Parce qu'il a vu ça aux États-Unis. Parce que la réalité, c'est ça. C'est qu'ils portent. Ils ont vu que ça marchait pour Trump, donc ils le reportent ici. Il y a Trudeau. Alors Trudeau, il est très intéressant. Trudeau, vous en avez peut-être entendu parler pendant la dissolution. C'est le type qui voulait interdire les binationaux.
Alors tous les binationaux, hein, ensuite il est obligé de revenir en arrière. Et il est président du groupe de réflexion contre le wokisme du RN, qui réunit des députés LR, des sénateurs LR, des députés RN, des sénateurs Reconquête, donc de chez Zemmour. Hein. Donc son groupe d'études, il est quand même composé des plus beaux salopards homophobes de la Ve République. Trudeau, je me suis bataillé avec lui à l'Assemblée nationale parce qu'il a porté, parce que les autres ne voulaient pas le faire forcément à ce moment-là, des séries d'amendements. Un amendement, l'article 22, ça va pouvoir me permettre de recouper comme ça avec la dernière institution, excusez-moi, le dernier groupe de pression transphobe de ce pays qui est important d'avoir dans le viseur. Lors de la loi dérive sectaire, qui était une loi visant à empêcher les emprises. D'ailleurs, on avait déposé, nous, à la France Insoumise, plusieurs amendements pour pouvoir permettre aux personnes trans LGBTI d'être protégées réellement contre les thérapies de conversion. Eh bien, eux, ce qu'ils ont voulu faire, via un article, le 77, porté par le RN, le 22, porté par LR, ils ont voulu permettre la réintroduction des thérapies de conversion pour les mineurs trans, ce qui existe déjà. C'est-à-dire qu'en plus, ils voulaient mettre en place un truc qui existe déjà via l'Observatoire de la Petite Sirène, parce que malheureusement, la psychiatrie, le monde médical, une partie des médecins est complice du fonctionnement. Mais ces amendements, quand on les regarde, parce que c'est intéressant de regarder les amendements, bizarrement, je les avais reçus aussi sur ma boîte mail pro. Ces amendements, ils nous avaient été envoyés, à moi aussi, par une association qui s'appelle Hippomonie. Hippomonie, c'est le pendant de la Petite Sirène. Si la Petite Sirène, c'est la santé, Hippomonie, c'est la recherche et la loi. C'est le groupe de pression qui écrit, en réalité, tous les amendements transphobes pour RN, LR et les autres dégénérés qui acceptent de les prendre. Et ils sont extrêmement importants, car ils organisent, un travail d'entrisme profond au sein des organisations politiques, même de gauche. C'est-à-dire que plusieurs fois, que ce soit chez LFI, chez ELV, OPS, OPCF, des personnes se présentant comme des militants du parti en question, dans notre cas LFI, je vais dire, se sont présentés aussi comme étant militants chez Hippomonie. Alors je pense qu'il y a une inadéquation profonde à être à la fois chez la France Insoumise, qui est un mouvement qui se revendique, transactiviste. Attention, je vais avoir des problèmes. Et en même temps, d'être chez Hippomonie, qui est une organisation transphobe. Et voilà tout le paysage qui se dessine face à nous. Et là, au moment où on se parle, c'est le moment où le backlash est fini. Eux, ils sont dans l'offensive. Ce que nous avons vécu sur le premier trimestre 2024 n'était que le prémisse. Et nous avons bien réagi, nous, de manière communautaire. Et ça rappelle quand même qu'heureusement pour nous, dans la communauté LGBTI, car c'est tout le travail des gays du RN et le nationalisme, c'est de séparer, comme ils disent, le LGB du T, c'est-à-dire les lesbiennes, les gays et les bi des trans, de faire en sorte qu'on considère, parmi les folles, il y en a qui sont encore plus folles. Voilà, en gros, pour faire simple. Ça, c'était pendant le moment Eustache-Brinio au Sénat. Le Sénat, tout le monde s'en fout. Le Sénat, on sait qu'il ne fait pas la loi au final. On sait qu'il est chiant, que c'est des vieux cons conservateurs, mais on a l'impression que c'est loin. Mais quand ça arrive à l'Assemblée, et arrive la première niche parlementaire du groupe de la 17e législature, en 30 octobre, si j'ai compris, et qui est celle du RN, qui avait prévu d'inscrire, à leur dernière niche parlementaire, qui devait avoir lieu en juin dernier, le texte de Eustache-Brinio, qui a été voté au Sénat. Nous allons subir le moment concret de l'offensive transphobe à partir de la rentrée 2024. Évidemment qu'on s'est pris tout le champ du racisme avec, et de la peur que c'était du moment de la dissolution. Mais là, la riposte, l'offensive, ça va bien être celle sur les personnes trans. Et si les organisations politiques ne sont pas à la hauteur, les organisations politiques humanistes, progressistes, dites de gauche, eh bien, demain, on peut avoir dans le concret la vie des enfants trans mis en balance. Voilà le moment T où nous sommes. Sur les questions, je pourrais répondre sur les trucs positifs, parce qu'il y en a, je vous rassure,
on est prêt ou on se prépare. Merci beaucoup Andy pour ce petit paysage de l'horreur et qu'on n'a pas hâte de retrouver à la rentrée, mais il va bien falloir le faire puisqu'on va devoir faire face et aussi faire des propositions, mais on va en reparler. On a du coup du temps pour des questions. Donc je vais vous demander de faire les questions dans le micro pour que ça puisse passer à l'enregistrement. Bonjour. D'abord, la première chose, je tenais d'abord à vous remercier vraiment. Moi, en tant que personne LGBT, en tant que personne en situation de handicap, je suis très fier de moi qu'on ait pu parler au moins de ces questions-là. Donc, mes deux questions, je vais essayer d'être assez rapide. La première, c'est est-ce que vous avez des sources qui englobent à la fois la question du handicap et la question des luttes LGBTI? Et la deuxième, c'est, comme avait dit Andy, que faire face aux fachos qui sont à la fois LGBTI, comme Odoul ou Chenu? Alors sur la première question des ressources, j'aurais pas de nom là exact en tête, parce qu'en fait malheureusement c'est toujours le plus petit dénominateur commun, et donc d'essayer d'aller chercher les infos, mais ça existe bien évidemment. Il y a des recherches un petit peu sur tout dans cette communauté, et comme je le disais, on est experts et experts de notre propre corps, donc il y a quand même énormément de choses qui sortent par rapport à ça. Le mieux, je pense, c'est de se rapprocher d'associations comme Espace Santé Trans. Je devrais avoir des réponses à donner, mais là, je suis vraiment mauvaise. En fait, il existe des ressources en ligne qui sont vraiment bien. Je rappellerai les 3 grosses associations qu'on a sur ces questions, que ce soit donc Espace Santé Trans, ou Trans ou Accept ST, qui sont vraiment une mine d'or sur ces choses-là. Mais comme j'ai été présentée, moi, à la base, je suis réalisatrice de films, donc la recherche n'est pas mon truc. Mais vas-y. J'étais très lâche sur la question sur la recherche, je te l'ai donnée parce que je me suis dit tiens. En fait, c'est une vraie difficulté. Je suis très lâche là-dessus parce que c'est une vraie difficulté de pouvoir répondre à ta question en disant où est-ce qu'on retrouve des ressources intersectionnelles sur ces différents axes-là. En grande partie parce que les processus de production des savoirs sont construits en silos hermétiques. Et en plus, les noyaux communautaires à l'intérieur de chacun des silos ont tendance à vouloir se démarquer des autres, parce que c'est un enjeu, la proximité entre les personnes folles et le handicap, entre les personnes folles et les personnes trans, entre les personnes trans et le handicap, etc., etc. La sortie des asiles des personnes trans, elle est aussi passée par la sortie de la psychiatrie en 2022, c'est un peu tard, mais c'est arrivé. Et enfin mise en application, officiellement le vote c'était 2019, et donc du coup il y a eu un enjeu esthétique de mettre une différence, et donc du coup recréer quelque chose derrière. On n'en est pas du tout, ou en tout cas pas à ma connaissance, à l'étape de pouvoir fabriquer des savoirs intersectionnels qui prennent vraiment ces trucs-là, et donc on répète souvent dans le processus de production les erreurs des systèmes dominants, de dire on fait d'abord pour les gens les plus visibles, et puis après on fait en cascade jusqu'en bas, et du coup c'est toujours les mêmes personnes. Et je pense que ça va sur ta deuxième question, qui est de dire qu'est-ce qu'on fait avec les gays de droite. Et intellectuellement c'est compliqué. Moi j'ai pas une position active là-dessus, c'est purement une position éthique personnelle qui est de me dire je pense qu'il faut quand même qu'on n'oublie pas qu'on est face à des systèmes d'oppression qui sont vraiment très très forts. Je pense que la dernière fois que ce qui est en train de se mettre en place s'est mis en place en Europe, ça s'est quand même terminé sur de l'extermination massive, et je pense que malheureusement quand tu es face à ce genre de système, les gens se retrouvent. Une population va se distribuer entre une partie des gens qui vont s'arriver d'un certain côté. Il y a des gens qui ont l'illusion que collaborer, ça va les sauver, alors que l'histoire a montré que c'était pas vrai. Mais je sais pas. Je sais pas, entre les pendre comme des traîtres et leur faire un câlin, parce que franchement c'est la pire réponse possible, mais il y a un morceau de moi qui comprend. Je sais pas, je pense que c'est une position individuelle. Je pense qu'il y a quand même des gens sur lesquels il n'y a pas toute cette engueulade qu'on peut taper, qui sont vraiment très méchants pour rien. Je veux dire, quelque part les gens essayent de sauver un peu leur peau.
Puis je pense que c'est bien qu'il y ait des personnes trans ou des personnes LGBTQIA+, qui sont cons, en fait. Non mais je pense que c'est le... Non mais en fait, il faut pas idéaliser une communauté en se disant, en fait, on est... enfin, de rentrer dans une espèce de misérabilisme ou d'idéalisation. Voilà, en fait, on est des gens, on est des êtres humains, et ces êtres humains, ils peuvent être de gauche, ils peuvent être cons, de droite. Désolé, petit lapsus. Mais je pense que c'est important de l'avoir en tête, et l'idée, c'est pas de venir convaincre individuellement. Je pense que c'est effectivement de voir comment ces identités sont utilisées pour un pouvoir politique qui va à l'encontre des intérêts de leur communauté. Mais c'est de se dire, en fait, la question, c'est de lutter contre un système. Et un système transphobe, homophobe, ou tout ce qui va derrière. Mais concrètement... Enfin, il y a un truc qu'on dit souvent dans la communauté des personnes trans, c'est de se dire on a hâte de dépasser la transphobie pour pouvoir se foutre sur la gueule, parce qu'on a il y a plein de positions sur lesquelles on n'est pas d'accord les uns avec les autres, et on a envie de pouvoir se dire non mais là tu racontes de la merde, mais on peut pas le faire parce que pour le moment on se dit bon, on fait passer d'abord les combats politiques pour nos propres vies, nos propres histoires, etc. Mais après, je vous assure, quand ce sera terminé, on se dira non mais t'as raconté de la merde là. Quand tu remercies les flics pour le thé d'or. Bref, c'était un petit scud. Je réponds aussi sur la question. Les personnalités de l'homonationalisme ont toujours existé et ne sont pas intéressantes. Individuellement, elles sont intéressantes que prises en effet dans l'effet de système, et c'est pour ça que j'ai essayé de privilégier de parler des institutions, des lobbies, des groupes organisés de pression, et peu des individus, même s'ils ont une expression politique par des individus. Le seul nom qui est important au moment T sur la défense de nos droits, c'est le nom du système. Et le nom du système, il a deux noms. Il a déjà été dit avant, le capitalisme, mais ça, c'est un autre problème. Mais c'est Macron. C'est sous Macron que risque de passer la plus grande défaite pour les droits humains du début du XXIe siècle, dans notre société française, etc. C'est pas vrai, il y a la loi Asile-Immigration qui est passée avant. Mais heureusement, elle a été censurée à 60% par le Conseil constitutionnel, qui ne censurera pas forcément la loi Eustache-Brignot. Du moins, nous, on a tenté, on tentera de le faire si elle devait être aboutie, mais actuellement, le Conseil constitutionnel ne jugeant plus sur le fond, donc sur les droits humains, mais sur la forme, s'intéressera plus à la lettre qu'à l'esprit de la lettre. C'est une vraie problématique qu'on a actuellement sur la fiabilité du Conseil constitutionnel pour défendre les droits humains. Car la défaillance du système, c'est bien que tous nos outils de protection sont à la fois infiltrés, et c'est le principe d'un lobby, et en même temps ont peur de se positionner. Il aura fallu qu'il y ait une crise transphobe, ou du moins la crise de Smaïl Machin à la petite sirène, pour que la DILCRA se positionne sur la transphobie concrètement. Elle agit toujours pas. C'est le problème. Bon, la DILCRA n'a pas de budget non plus, 180 000 €. Elle ne fait pas grand-chose avec. Si, par de temps en temps, un festival ou le financement, même pas de financement de recherche. Si 180 000, c'est bien. Merci Klein. Ouais, mais attends, parce que moi, il s'est plaint qu'il n'avait pas de thunes. 188 000. Et attendez, 188 000, à côté, d'habitude, moi je parle en millions, hein, donc vous voyez, il y a quand même une grosse différence d'échelle. Donc les individus ne sont pas importants, les systèmes sont importants. Alors moi, je ne suis pas trop concernée par ce sujet. Je suis venue m'informer parce que je suis présidente d'association d'enfants TSA et je retrouve beaucoup de questionnements au niveau de la sexualité. Et justement sur le genre, sur plein de choses. Et comme je suis complètement larguée, je suis venue écouter et aussi poser comme question peut-être la télé, les téléfilms se sont emparés des TSA, hein, qui n'a pas sa série avec un autiste, mais également des personnes LGBT et trans. Et j'aimerais savoir, vous, avec votre regard de réalisatrice ou même de professionnelle de santé, ce que vous en pensez. Parce que moi, j'ai du mal quand même à me positionner et à savoir quoi penser pour eux.
La question de la représentativité, elle est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante et moi, il y a quelque chose en ce moment, on entend beaucoup on parlerait soudainement beaucoup plus des personnes trans ou des personnes LGBT. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que la grande majorité des gens qui parlent de nous ne sont pas nous. C'est-à-dire que quand on voit tous les articles qui sortent, beaucoup de films, de pas mal d'histoires qui sortent sont écrites par des personnes qui ne sont pas des personnes concernées et qui souvent sont des personnes qui sont très réfractaires à l'idée qu'on existe. Et en fait, le backlash qu'on peut voir très très récemment dans les dernières années, on parle justement, le wokisme, maintenant c'est aussi un argument pour ne pas aimer un film. Maintenant c'est trop woke. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il y a des personnes racisées dans le film, ce qui est quand même assez problématique. La façon dont c'est monté en épingle, c'est pas qu'on parle de nous, c'est que pour la première fois, notamment de l'histoire du cinéma, des personnes concernées racontent leurs propres histoires. Et donc, qu'on donne du pouvoir à des personnes à qui on n'a jamais donné de pouvoir. Et donc, parce que, en fait, dans l'histoire d'Hollywood, dans l'histoire des séries, des films, etc., ce qui se passe, c'est que la plupart des personnes qui travaillent sur les films sont des personnes queer, je ne vais pas vous mentir, mais on ne leur donnait pas l'autorisation de raconter leurs propres histoires. En haut de la chaîne, c'était toujours les mêmes. Regardez le cinéma français, regardez qui sort de la Fémis, vous verrez, c'est toujours les mêmes. Par contre, quand on part de qui aujourd'hui est décrié sur « Ah mais non, c'est beaucoup trop woke, c'est beaucoup trop féministe, c'est beaucoup etc. », c'est parce que pour la première fois, on se retrouve avec des personnes concernées, des femmes, des personnes queer qui racontent leurs propres histoires. C'est ça le backlash qu'on a aujourd'hui. Moi, je pense que c'est très bien pour l'art en général, mais aussi pour nous en tant qu'êtres humains, d'avoir de plus en plus de diversité, d'avoir justement une représentativité à l'écran qui soit différente, d'entendre et d'écouter des histoires qui sont différentes. Sinon l'art, ça s'effondre. Et donc, de se voir aussi... moi, j'ai personnellement transitionné à cet art dans ma vie. J'aurais adoré me voir à l'écran plus jeune. Et ça, c'est quelque chose en fait, c'est un peu ce que je disais par rapport au fait d'avoir des lois qui sont aussi symboliques. C'est qu'en fait, à partir du moment où on normalise nos identités, où on normalise qui on est et qu'on le voit à l'écran et que c'est plus une spécificité, que c'est plus parce qu'avant concrètement les femmes trans c'était le cadavre en début d'épisode, on disait ah bah voilà, et puis à la fin le twist c'était ah mais en fait c'était une femme trans, mon Dieu, c'est pour ça qu'elle buvait de l'Heineken, je sais pas. C'est vraiment le fait de ne plus se voir comme étant un personnage qui n'a pas une ligne de dialogue, qui est sous un drap et qui est forcément mort ou morte. Ou dans Ace Ventura, que je ne vous invite absolument pas à voir parce qu'il est horrible, où le grand twist, c'est qu'en fait, la méchante est trans et elle est dévoilée devant tout le monde et tout le monde vomit. Ça fait du bien de se voir représenté dans des situations où en fait on est des personnes qui ont le droit de vie et qui ont le droit d'avoir des histoires. Et ça c'est un point où, à l'instar des lois, le symbolique est très très fort. Parce que ça permet de montrer qu'il y a une normalisation. Et je terminerai là-dessus, parce que vous avez tapé pile dans mon sujet d'intérêt spécifique. Mais moi, je regarde pas mal de films en ce moment d'avant-guerre, d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Et la place des personnes queer, on pourrait se dire il n'y a pas de personnes queer dans des films qui datent d'avant les années 50, eh bien c'est complètement faux, c'est tout à fait normalisé. On parle, j'ai vu un film qui date de 39, film français, et dedans il y a une personne il y a une femme qui dit ah bah je voulais sortir avec tel accordéoniste, mais bon en fait il est artiste donc clairement c'est pas moi qui l'intéresse. Et
Et c'est pas montré de manière pour se moquer de l'accordéoniste ou pour etc. C'est elle qui est vraiment en train de dire ah, putain je suis trop conne, j'aurais dû savoir qu'il était gay en fait. Et je trouve ça incroyable de se dire que dans l'art, mais on le voit à travers l'histoire, hein, c'est très cyclique. Il y a des moments où c'est parfaitement normalisé et ensuite politiquement on considère que c'est quelque chose sur lequel il va falloir se battre parce que ça ne correspond pas à la vision de société vers laquelle on a envie d'aller. Et du coup on efface ça. Et dans l'histoire du cinéma on le voit très très bien. En fait on a eu avant-guerre et un tout petit peu après-guerre ça allait, ensuite c'est redescendu, années 80 c'est revenu, et puis après il y a eu le sida et du coup c'est reparti. Et c'est vraiment dans les années 2000 que ça a commencé à repointer, d'abord écrit par des gens qui clairement ne faisaient pas partie de la communauté et qui du coup venaient stigmatiser, et enfin vers 2015 ça commence à avoir des personnes. Voilà. Le problème quand les gens vous diront ah mais il y a trop de XXX dans un film, c'est toujours une question de, en fait, on a donné trop de pouvoir aux gens. Et c'est là-dessus qu'il faut se battre, et c'est pour ça que dans tous les milieux, que ce soit le cinéma ou autre, il faudra toujours se battre pour qu'il y ait plus de XXX dans tout, parce que sinon on vit dans un monde qui est contrôlé et dirigé par les mêmes. Voilà. Je rebondis très vite, mais sur la proximité avec les TSA, oui. Mais en fait, si on dézoome un tout petit peu, toute la psychiatrie. Je veux dire, c'était il y a quelques années que dans World Psychiatry, un gros journal scientifique tenu par l'Association internationale des psychiatres, c'était annoncé que c'était mort comme discipline. Tout le monde le sait que c'est mort, la psychiatrie. Et donc, du coup, tout ce qui est à l'intérieur est en train de se détruire. Je veux dire, on a quand même l'ONU qui est écrit noir sur blanc dans un paquet de rapports du Conseil international des droits de l'homme que les maladies mentales, ça n'avait aucun intérêt pratique, que ça amenait que à de la surconsommation de médicaments et à ne pas atteindre les objectifs de santé, qu'il faut penser ça de manière psychosociale et qu'il faut remanier le truc. Ils l'ont dit, il faut résoudre les équilibres de pouvoirs sociaux plutôt que les déséquilibres chimiques qui d'ailleurs n'existe pas forcément. Et donc du coup, toute la discipline est en train de mourir. Ce que vous avez dans la question des TSA, vous l'aurez dans quelques années dans la question de la schizophrénie, par exemple. Je veux dire, moi j'ai bossé sur la dernière classification, la dernière CIM, la classification internationale des maladies. Et j'ai bossé sur 3 diagnostics, j'ai bossé sur le mien, la congruence de genre et tout cet enjeu-là, et j'ai bossé sur la dépression et la schizophrénie. La schizophrénie, on a posé la question de supprimer le diagnostic. C'est un vrai enjeu, hein. Je veux dire, c'est un diagnostic poubelle qui est donné au hasard, on ne sait pas quoi en faire, et pourtant c'est le pilier structurel de tout l'enfermement. Et donc ces trucs-là se démontent. Et on parle de spectre de schizophrénie, alors qu'avant on était sur un truc très 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 rigide. Et donc du coup cette façon qu'on avait de catégoriser les gens dehors et de remplacer ça par des spectres pour dire oui mais on peut en laisser sortir quelques-uns, le truc est en train de mourir. Il y a des parallèles partout et donc chacun des sujets est prenable tel quel. C'est très facile de passer de tous les sujets qui ont été sous l'emprise de la psychiatrie, parce que la psychiatrie, ça a toujours été, depuis sa création, un ministère de l'Intérieur qui ne répondait pas à la justice. D'ailleurs, c'était le ministère de l'Intérieur jusqu'au milieu du XXe siècle en France, et ça a été construit comme une exclusion du système de justice. Il fallait enfermer des gens qu'on ne pouvait pas condamner. Et donc, du coup, vous avez la proximité partout. Après, sur la représentation, moi je ne suis pas du tout experte et c'est super compliqué parce qu'on n'a pas trop de précédents historiques de ce niveau-là, parce que l'interconnexion des êtres humains, c'est quand même un truc assez récent et on ne sait pas trop bien quoi mesurer. Mais je pense que quand on est face à une question trop compliquée, c'est toujours facile de la mettre à l'envers et de dire dans un monde où il n'y a pas de représentation. Moi, ce que je sais, c'est que quand j'ai grandi, je n'existais pas à la télé. Et ça, c'est mon enjeu personnel. Mais ce que je sais, c'est que quand mes autres autour de moi ont grandi, je n'existais pas à la télé. Ça veut dire que chacune des personnes qui me croisent, parce que je ne suis pas forcément si typique aux yeux des gens, alors que dans ma catégorie à moi, il y en a 50 des comme moi. Mais je veux dire, les gens, quand ils me croisent, ils me voient pour la première fois, et ils sont là, et ils réagissent. Et très honnêtement, je pourrais me passer des réactions. Et un monde dans lequel j'ai existé à l'écran, c'est un monde dans lequel les gens ils ont déjà pensé au fait que je puisse exister. Il y a des gens qui ont grandi en se disant qu'il y avait des princesses comme moi qui traînaient dans la rue. Et donc du coup, quand tu reprends la question comme ça en termes de... Je ne sais pas mesurer les effets de la visibilité, mais je suis trans, je suis queer, je suis plein de trucs pourris, et ce que je sais, c'est être au placard, c'est nul. Ne pas être dans le discours, c'est nul. Et moi, je préfère, à titre personnel, être vilifié dans le discours que ne pas être dans le discours. Parce que ça permet aussi d'avoir des petites pépites qui sont là et qui, même si le système capitaliste dans la production artistique va fabriquer 99% de merde, c'est pas grave, on a l'habitude de ça. Mais il y a un côté préload de se dire, ça fait partie de l'herméneutique commune, ça fait partie de comment on voit le monde. Les gens y pensent. Moi, les gens, ils pensent même pas que j'existe. Donc quand j'arrive et que je dis, excusez-moi, comment je fais, ils sont là en mode,
J'ai aucune idée. Et ils inventent des trucs, et ils sont pas très bons à inventer. Hein. Et donc du coup, c'est de se dire, plus on a prélo de la question, plus on existe dans la tête des gens, plus il y aura une petite partie de la population qui se dira qu'on a peut-être le mérite de vivre, et du coup, plus on aura d'alliés. Moi, je vois ça comme ça, de manière très simple, même si au final, actuellement, je ne pense pas que ce soit facile, voire faisable, de mesurer les effets et d'agir en disant c'est ça qu'il faut faire ou c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, c'est toujours très compliqué, mais je pense qu'il y a quand même cette idée de ne pas avoir été dans le discours, ça nous a nui. Les femmes ont été effacées de l'histoire pendant très longtemps. On prenait le mec le plus proche et on mettait ce nom-là quand elle trouvait un truc. Les personnes trans ont été complètement effacées de l'histoire. Il y avait des récits de médecins trans qui partaient en Afrique et tout, beaucoup de gens qui partaient parce que c'était une façon d'échapper aux institutions. Et tout a été réeffacé de l'histoire. Être dans l'histoire, c'est quand même chouette. Voilà. Je pense que c'est ça l'idée pour moi. Merci beaucoup et malheureusement ça sera notre conclusion parce qu'on est arrivé à l'heure et je suis désolé pour ceux qui attendaient pour des questions. Mais merci encore pour ces échanges. Merci à vous tous d'avoir été là.